Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Il y a quelques jours, les images du pape François en doudoune blanche ou encore en train de se marier ont affolé la toile. À l'origine de cette situation, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le développement de ce secteur a atteint des proportions que beaucoup jugent un peu trop osées. Avec des applications telles que ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou autres, en quelques secondes, vous pouvez rédiger un roman, réaliser un film, réaliser une œuvre d'art exceptionnelle, des photos inédites et bien d'autres prouesses. Alors, du coup, les artistes se sentent de plus en plus menacés car la concurrence serait alors à leur grand désavantage. Jusqu'où ira l'intelligence artificielle? Quel impact de nos jours sur le marché des arts? Comment concilier art et intelligence artificielle? On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Guy Christian, journaliste et critique d'art. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et avec nous ici en studio, Monsieur Jean-Patrick Eouman, vous êtes architecte logiciel et entrepreneur social. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Alors, je vais démarrer avec vous parce que vous avez entamé un projet il y a quelque temps qui est She is the Code. Effectivement. C'était quoi exactement ce projet? Alors, She is the Code est un programme de formation et de développement de compétences dans le domaine des technologies pour les femmes, dans le but de les emmener à acquérir ce qu'il faut pour agir en tant que leader dans les environnements dans lesquels elles évoluent et aussi participer à la transformation digitale, transformation numérique des entreprises, des organisations et des secteurs d'activité dans lesquels elles évoluent. Alors donc vous les avez emmenés un temps soit peu à développer des codes, à développer des logiciels, donc en quelque sorte à aller dans le sens de l'intelligence artificielle. Bien sûr, d'ailleurs l'un des cours de ce programme depuis l'année dernière concerne l'intelligence artificielle. Donc elles apprennent à utiliser l'intelligence artificielle pour déjà apprendre, créer des logiciels et résoudre pas mal de problèmes dans différents secteurs d'activité. Est-ce qu'on peut dire de manière terre à terre, les logiciels, c'est ça l'intelligence artificielle, ou il y a une différence entre les logiciels et l'intelligence artificielle? Alors les intelligences artificielles dont on parle, sont ChatGPT et compagnie, sont des logiciels. Donc c'est juste une catégorie de logiciels qui arrivent à mimer des caractéristiques de l'intelligence humaine. Voilà. D'accord, arriver à mimer l'intelligence humaine, on va dire. Monsieur Guy Christian, quand vous regardez un peu cette évolution et on regarde un peu le marché de l'art au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'abord le marché des arts en Afrique de l'Ouest, comment est-ce que ce marché évolue, comment est-ce qu'il se porte? Bon, déjà, du point de vue de l'industrie des arts en Afrique, il faut dire qu'il y a des chiffres assez très importants. Et du domaine de la musique, du cinéma et même des arts plastiques, il y a de très grands chiffres financiers qui montrent que le milieu est assez actif. Bon, on ne va pas comparer à celui de l'Occident, mais il faudrait comprendre que les industries culturelles en Afrique sont en train de faire les marches et une marche très excellente. Alors, vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle. Alors, bon, je pense que sous un angle, ça peut être une option pour les artistes africains du fait que beaucoup d'artistes sont encore dans l'informel et qui ont un problème de visibilité et tout ça. Donc je pense que sous un angle, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, la création artistique en Afrique, elle existe, la créativité, elle existe, mais ce qui manque par moment, c'est la visibilité parce qu'une œuvre qui n'est pas visible, qui n'est pas connue du grand public, il serait difficile que cette œuvre soit consommée. Donc, sous un angle, je peux dire que c'est d'abord une très bonne chose pour les artistes, mais aussi, le truc, c'est que les artistes aussi doivent avoir la technique, la compétence pour savoir l'utiliser. Et ça aussi, c'est tout un problème. Mais je pense qu'on aura le temps d'aller un peu plus vite. Si on aura le temps, mais j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous dites. Alors, on a vu, par exemple, pendant la période, au plus fort de la période coronavirus, on a vu que les artistes, en tout cas une grande majorité, ont opté pour le digital, c'est-à-dire faire des expositions virtuelles. Mais est-ce qu'à ce stade-là, on parle d'intelligence artificielle? Là, on n'est que dans le digital ou on est déjà dans l'intelligence artificielle? Pas forcément dans l'intelligence artificielle. Et de toute façon, ce que le grand public voit aujourd'hui de l'intelligence artificielle et consomme au quotidien, c'est très différent de ce qu'il y avait il y a 3 ou 4 mois. C'est l'arrivée de ChatGPT et la famille d'intelligence artificielle et sa famille d'intelligence artificielle qui fait qu'on est face à une sorte de révolution.
Les logiciels ont toujours existé, donc les applications de streaming, le fait de pouvoir exposer ses œuvres en ligne, il n'y a pas forcément besoin d'intelligence artificielle pour ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez utiliser une intelligence artificielle pour créer une œuvre d'art, une peinture. Je l'ai fait en démonstration récemment dans un événement organisé par Oriana, donc de Jaco Bleu. On a mis l'intelligence artificielle dans la peau de Jaco Bleu. On lui a donné des instructions de nous faire un tableau représentant de l'eau, et même le peintre a apprécié ce qui s'est passé. Alors justement, là, ça c'est un cas vraiment pratique. Prendre l'intelligence artificielle et l'amener à faire des travaux d'un artiste précis. Souvent même cette intelligence peut travailler ou produire quelque chose de meilleur que ce que cet artiste est censé produire. Est-ce que ce n'est pas une menace pour cet artiste-là? Bon, d'abord, je voudrais dire que là, généré par l'intelligence artificielle est le produit d'un programme qui est conçu pour produire des œuvres artistiques, on va dire, de passion autonome ou semi-autonome. Donc, ça veut dire que quelque part, comme vous voyez, il y a une sorte de collaboration entre l'artiste et la technologie, on parle de l'artificiel. Ici, l'artificiel intervient déjà dans le domaine des arts plastiques, de la musique, de la littérature et même des jeux vidéo. Et ce qu'on a tout à l'heure, il parlait il y a des imprimantes 3D qui produisent des portraits. Mais le truc, c'est que la création artistique vit de contraintes, vit de créativité, vit de sensibilité, de morale et tout ça. Et bien, ce côté-là, l'intelligence artificielle, comme on pourrait dire, mais qui l'active, c'est encore l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme qui fabrique, c'est l'homme qui code tout ça. Donc, celui-là, dans sa capacité, dans sa faculté, décide de proposer, de cadrer quelque chose, et ce quelque chose en création n'est pas évolutif. Donc, le problème d'expérience de tout ça pose un problème. Et comparé à l'homme, dans toute sa faculté et tout ça, je pense que tout ce qu'on pourrait dire, en tout cas, il n'y a pas de comparaison. Et je crois même que l'intelligence artificielle dont on parle, comparé à la faculté de l'homme, ne peut même pas atteindre encore 10 ou 15% de ce que l'homme a comme faculté de création. C'est vrai que l'homme peut ne pas être assez juste. Mais aussi, vous voyez, l'homme dans sa conception même n'aime pas tout ce qui est parfait. On a dit ici que la littérature sur les réseaux et tout ça va carrément faire disparaître le livre. Mais c'est carrément faux aujourd'hui. L'expérience de consommation, quand vous avez une œuvre littéraire en tant que livre classique dans votre main, est le même sur c'est pas pareil. Donc, en fait, là, je vais dire qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, du point de vue inconvénient, parce que c'est ce qu'il faut plus mettre en relief pour que les créateurs sachent également le danger qu'ils puissent avoir. Déjà, en termes d'inconvénients, ça peut d'abord, il y a ce problème-là qui existe, la confidentialité qui existe dans la création. Et même là, la notion de plagiat même qui existe. Justement, ça là, on allait arriver, puisque ces intelligences artificielles-là, en griffe, il n'y a pas ce côté éthique ou moral. Donc, est-ce que ces œuvres que ces intelligences artificielles produisent, elles auront un droit d'auteur, puisque ce n'est pas une personne morale, physique, je vais dire un homme qui produit ce tableau, c'est un robot qui l'a produit, est-ce qu'il aura les droits d'auteur? Ou c'est celui qui a conçu le robot qui aura les droits d'auteur? Alors, je pense que pour le grand public, pour l'instant, la conception même de la notion d'intelligence artificielle est difficile à accepter. Parce qu'en réalité, c'est un outil, c'est un assistant, comme le pinceau. Est-ce que c'est le pinceau qui a le droit d'auteur? Pour répondre à votre question, je vous renvoie la question. Lorsque Jaco Bleu fait un portrait, fait une œuvre, est-ce qu'on donne le droit d'auteur au pinceau? À qui est-ce qu'on donne le droit d'auteur? À Jaco Bleu. Mais comparé à cette pratique, un peintre qui, je dis, en peignant un tableau,
C'est une histoire, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'il veut raconter. Mais en venant simplement et dire au logiciel, je veux un tableau en bordure de mer. Et le logiciel se met à faire tout seul. Il n'y a pas cette sensibilité. Peut-être il veut expliquer une histoire amoureuse, c'est un chagrin. Il n'y a pas ce petit plus au tableau. Mais si c'est ce qui est recherché, il suffit de demander à l'intelligence artificielle de le faire. Si ce qu'on recherche, au moment de demander à l'intelligence artificielle de faire un tableau, si ce qu'on recherche, c'est qu'il fasse preuve de créativité, juste dire à l'intelligence artificielle, fais preuve de créativité, fais quelque chose, et vous serez agréablement surpris. C'est très important à comprendre. L'intelligence artificielle fonctionne comme le cerveau humain, à quelques différences près. Donc ce sont ce qu'on appelle des réseaux neuronaux, au même titre que les milliards de réseaux qu'il y a dans la tête de l'être humain, c'est ce qu'on a. C'est ce qui se passe. L'une des seules choses que l'intelligence artificielle n'arrive pas à mimer au niveau de l'intelligence humaine, c'est la capacité à avoir des émotions. Mais là encore, il y a tout un débat parce qu'il y a un ingénieur, il y a quelques années, qui a fait fuiter des informations du laboratoire dans lequel il travaillait. Donc je crois que c'est un ingénieur de Google. Non, pas que je crois, c'est un ingénieur de Google, vous pouvez faire la recherche, qui a exprimé qu'il a découvert que dans son entreprise, ils ont une intelligence artificielle qui est, entre guillemets, le terme c'est sentient, c'est-à-dire qui a des émotions. Donc c'était une sonnette d'alarme qui a été tirée. Il faut faire attention en tant qu'être humain. Rien ne dit que nous sommes les plus intelligents. Rien ne dit que nous sommes les plus... Nous avons décidé que notre intelligence était la meilleure. Nous avons décidé que nous étions plus intelligents que les singes. Nous avons décidé que nous étions plus intelligents que les abeilles. Pourtant, les abeilles travaillent mieux que nous. Nous avons décidé d'être plus intelligents que les loups. Pourtant, les loups sont plus organisés que nous. Est-ce que pour l'instant, nous sommes plus intelligents juste parce que nous sommes plus forts? Je pense qu'il y a plein de questions comme ça qu'il faut voir. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. L'homme a sa force. L'homme sait faire des choses. L'homme par exemple, utilise des choses comme la connexion spirituelle, ce genre de choses. On ne sait pas si les animaux font la même chose parce qu'on ne comprend même pas bien leur langage. Je me souviens qu'il y a dans des livres, c'était écrit noir sur blanc que les chiens n'étaient pas intelligents. Chose que les mêmes êtres humains ont réussi à démontrer le contraire aujourd'hui. Voilà, donc il faut qu'on fasse vraiment preuve d'humilité. Si on arrive à créer des choses comme l'intelligence artificielle, c'est parce que nous avons un certain niveau de capacité. Hein. Mais rien ne dit que ces choses ne font pas mieux que nous. D'ailleurs, l'intelligence artificielle pour toutes les activités, elle fait mieux que l'homme. Contrairement à ce que les gens pensent, moi je suis architecte logiciel, une intelligence artificielle va me battre. Un joueur d'échecs, c'est la créativité, n'est-ce pas? Et l'anticipation, donc, sera battu par une intelligence artificielle. Alors, est-ce que là, ce n'est pas un risque pour l'homme? Est-ce que ce n'est pas un risque? Il ne faut pas freiner l'évolution en griffe. Parce qu'on a vu, par exemple, avec l'évolution de ChatGPT, en Italie, il y a une loi carrément qui est sortie pour interdire ChatGPT sur le territoire. Il y a une pétition d'experts, de scientifiques qui est sortie un moment pour demander qu'on freine un peu cette évolution au niveau de la technologie parce que l'humanité, en quelque sorte, les hommes ne sont pas encore prêts, le rythme est beaucoup trop rapide pour eux. Ça, je suis d'accord. Ça va vite. Ça va hyper vite parce que nous avons dormi, nous les êtres humains. On a passé notre temps à détruire la planète. On a passé notre temps à gâcher. Parce que la planète ne nous appartient pas. Elle appartient à tous les êtres vivants. Et il faut le reconnaître. Il faut qu'on soit face à la réalité. Peut-être qu'une intelligence artificielle va nous dire hey, arrêtez, c'est bon, maintenant nous on va prendre le contrôle parce qu'il y a tel endroit de la planète qu'il faut réparer. Parce que je rêve. Hein, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un risque même pour l'utilisation du stylo que tu as en main. On a suffisamment d'intelligence pour gérer ce risque parce que c'est nous qui avons créé ce stylo. Mais ce que nous on perçoit du stylo, c'est-à-dire qu'on utilise tout simplement pour écrire, n'est pas forcément la totalité de ce que nous offre le stylo. Parce que pour certaines personnes, avoir un stylo, c'est un antidépresseur. Oui. Voilà. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité vis-à-vis de ce que nous avons acquis pour vrai, vis-à-vis de ce que nous pensons des autres êtres vivants.
et vis-à-vis de la manière dont le monde fonctionne, la planète fonctionne, et même au-delà de la planète. Parce qu'il y a quelques années, il y a des milliers d'années, les gens pensaient qu'il n'y avait que la planète Terre qui existait. Et même jusqu'à présent, il y a des endroits dans le monde où les gens pensent que quand les gens vont dans l'espace, il n'y a rien et que c'est de la simulation. Donc, il faut vraiment faire preuve d'humilité et essayer, en tant qu'utilisateur, en tant que personne lambda, essayer de comprendre comment utiliser cet outil-là. D'accord, comment comprendre cet outil. Je vois M. Gué, Christian, vous voulez rebondir à quelque chose? Oui, donc je vous laisse. Moi, je pense que, quelque sorte, ce qu'on pourrait dire, l'intelligence artificielle dont on parle, la machine en réalité, je pense que c'est l'assemblance de plusieurs solutions qui ont été réfléchies par des hommes, les expériences, et il y a eu plusieurs solutions qui ont été certifiées par plusieurs experts. Et je pense que c'est l'ensemble de toutes ces solutions qui ont été générées. Et c'est ce qui rend parfois en fait l'action de l'intelligence artificielle. Mais avant que ces résultats soient trouvés, il y a eu du travail, des échecs et tout ça. Donc je pense que c'est encore l'homme. Bon, je prends par exemple, puisque nous parlions des arts, je vais parler par exemple de 2 logiciels dans le domaine de la littérature, sinon si vous voulez du cinéma et dans le domaine de la musique. Et il y a ce logiciel qu'on appelle Benjamin dans le domaine de la littérature qui écrit des scénarios. Mais encore, comment il écrit des scénarios? C'est sur la base des scénarios qui ont déjà existé. Et donc, une sorte de documentation interne qui finit par générer un scénario, on va dire ça comme ça. C'est que la conclusion de tout ce qu'il aura. Donc, encore, c'est sur la base des choses qui existent que ce scénario, que ce jeu produit un autre scénario. On a par exemple Sibelius, pour ceux qui font de la musique. Et c'est un logiciel qui écrit le solfège et qui produit la musique. Pendant que vous écrivez, il produit le son. Donc, c'est-à-dire que quoi? Tu n'as pas besoin d'être un bon pianiste aujourd'hui pour proposer une partition parce que déjà, le logiciel donne déjà le son du do et tout ça. Donc, je n'ai pas besoin d'être un très bon pianiste alors que logiquement, vous écrivez d'abord la musique et vous allez vous trouvez un instrument et vous essayez de voir ce que ça donne. Donc, bon, même vous pouvez concevoir, vous n'avez pas besoin d'être un bon pianiste. Donc, quelque part, il y a une certaine paresse intellectuelle que cela pourrait générer. Je finis par là. Mais le monde est en mutation. Les résultats d'aujourd'hui peuvent avoir des limites. Demain, on a dit quoi? Que par exemple, le fichier BDF ne pouvait pas être dématérialisé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas changer? Donc, tel qu'il tout est en mutation. C'est vrai, pendant qu'on sera en train d'actualiser le code de l'intelligence artificielle, mais ceux-là qui actualisent aussi ont de la connaissance plus développée. En fait, moi je pense, honnêtement, si les machines dont on parle étaient dans un autre monde, pas dans celui des hommes, là on pourrait parler de la supériorité. Mais comme c'est le produit de l'homme, parce que tout ce qu'on pourrait dire, c'est le produit de l'homme. Qu'on le veuille ou pas, l'intelligence artificielle est le produit de l'homme. Si on est tous d'accord sur ça, c'est qu'on pourrait dire que l'homme a toujours la supériorité sur tout ce qui pourrait se faire. Le produit de l'homme, moi j'ai une question pour vous. Beaucoup ont peur que ce produit-là ne devienne supérieur à l'homme puisqu'il a tendance à se développer, on va le dire. Mais quand vous regardez un peu, par exemple pour la musique, si on n'a plus besoin de pianiste, est-ce que l'intelligence artificielle finalement ne va pas venir enlever certaines fonctions? Je veux dire, si on n'a plus besoin de pianiste, ça va réduire le nombre d'artistes? Mais je dis ça existe déjà parce que vous avez le piano synthétiseur. Dans un orchestre, on a besoin des instruments en cordes, des instruments en vent et des bandes et tout ça. Mais vous avez déjà le synthétiseur qui remplace déjà le flûtiste, qui remplace déjà le saxophoniste. Et donc déjà, ça existe. Aujourd'hui, vous allez dans un studio d'enregistrement, vous avez déjà la boîte à musique, donc vous n'avez pas besoin de tous ces instrumentistes pour produire de la musique. Donc ce sont des choses qui existent déjà et l'homme a commencé déjà par s'adapter à ça. Mais le truc, c'est que la qualité de la musique, bon, c'est aussi, on va dire ça comme ça, c'est aussi assez intéressant. Mais du coup, ça peut, pour ceux qui l'utilisent,
ça peut être un moyen financier assez considérable. Parce que on pourrait dire comme ça, donner un peu pour avoir beaucoup. Donc ça, c'est le premier. En même temps que cela se fait également, ça met on va dire ça comment ça met à côté des compétences, des intelligences et des métiers qui malheureusement sont en réalité encore dans notre société le module dans certaines grandes écoles. Donc, on sera en train d'étudier pour quelque chose qui n'existe plus. Il va disparaître dans quelques années. Alors, on voit que l'intelligence artificielle, en tout cas, peut être formidablement, agréablement conciliée avec les arts. Et sur le continent africain, justement, est-ce que, tel qu'on voit ces grandes applications au niveau de l'Europe, des États-Unis, est-ce qu'en Afrique, on sent cette course vers l'intelligence artificielle ? On sent des développements dans ce sens. Bon, je suis africain. Je suis africain, je pense que je peux le dire, je suis à la pointe. Donc c'est celui qui veut, il le fait. Je veux dire, tu es journaliste, tu as décidé de nous entendre. Donc tout est question de volonté. C'est pas quelque chose qui évolue dans un monde et qui n'évolue pas dans un autre. Aujourd'hui, nous en sommes au point où l'intelligence artificielle est personnalisable. Donc toi, tu peux avoir ton intelligence artificielle avec toi, qui va étudier la manière dont tu vis, la manière dont tu travailles, et va te suggérer comment tu dois mieux faire, si tu sais ce que tu recherches. Alors, il y a un point qui m'a interpellé. L'intelligence artificielle fait presque tout mieux que nous. C'est très important. Je ne parle pas de logiciel, hein. Je suis architecte logiciel. Il n'y a pas de mal de logiciels qui existent, qui font de la musique, qui font de l'art. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de mimer l'intelligence humaine. Ça veut dire, nous-mêmes les êtres humains, d'abord, nous faisons tout par rapport à quelque chose qu'on a reçu de notre environnement. Il n'y a pas un être humain qu'on va récupérer dans la forêt d'Amazonie qui n'a jamais écrit une ligne de code, à qui on va donner un ordinateur et qui va écrire du code. Non. Notre intelligence est basée sur l'expérience, la capitalisation et le rendu. C'est exactement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, question intéressante. En toute honnêteté, on ne vous aurait pas dit que l'image de Donald Trump ou de Macron qui a circulé, on ne vous aurait pas dit qu'elle était fictive. Mais la plupart des êtres humains sur cette planète pensaient qu'elle était réelle. Elles étaient réelles. Mais est-ce que vous savez que ce n'est qu'un dixième, sinon 0,1% de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Le moratoire qui a été demandé, c'est parce que justement, les technologistes se sont rendus compte que l'affaire est puissante. Le truc est puissant. On a des plateaux télé aujourd'hui sur lesquels il n'y a pas d'animateur physique, mais qui se déroulent comme si on peut prendre quelques images de toi et les synthétiser, donner une intelligence artificielle quelques vidéos, ton timbre vocal, et puis elle va animer l'émission à ta place. Et ça se fait déjà. Il y a des intelligences artificielles qui sont maintenant PDG d'entreprises, donc qui gèrent les entreprises, et ces entreprises sont beaucoup plus performantes. Il faut être humble. Je pense qu'il faut être humble. C'est peut-être même la force de l'homme. Dès qu'on est en une position d'humilité, peut-être qu'on commence à travailler beaucoup plus intelligemment. Si on est trop sûr de nous, on va se faire avoir. D'ailleurs, j'ai entendu dire que, en parlant de mise à jour, on a des intelligences artificielles aujourd'hui qui se mettent à jour, et c'est ça qui est le danger. C'est-à-dire, elles se mettent à jour sans contrôle. Tu la laisses dans l'environnement et elle se met à jour avec tout ce qui est en train de se passer dans son environnement. N'est-ce pas ce que fait un enfant? L'enfant, il naît, il se met à jour au quotidien avec les sons, les odeurs, les sensations, et il évolue en fonction de ces choses-là. Je ne peux pas dire que l'intelligence artificielle est supérieure à l'homme. C'est même pas le débat. On n'en est pas là. Il faut juste être humble et reconnaître que pour certaines activités, dont la créativité, l'intelligence artificielle va beaucoup plus loin que nous. Si je te demande à toi d'écrire 10 livres aujourd'hui qui sont captivants, tu ne pourras pas. Non. L'intelligence artificielle est capable de le faire. Donc c'est une véritable aubaine pour le marché, voilà. On va le dire. Voilà. Alors, donc on arrive pratiquement au terme de cette émission. Les arts et l'intelligence artificielle. Quel avenir en Afrique? À vous entendre, je sais déjà où on va partir, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de manière précise et claire, l'intelligence artificielle et les arts au niveau de l'Afrique dans les 10, 15, 20 prochaines années?
Ben, je pense que l'intelligence artificielle sur langue positive va permettre à l'art en fait de beaucoup plus s'exporter, surtout l'art africain, de pouvoir plus s'exporter, d'avoir plus de visibilité et de permettre encore aux artistes de pouvoir actualiser les connaissances. Quand je parle de connaissances, je veux parler des connaissances sur les questions des technologies et tout ça, parce que ça sera à la mode, ça c'est clair, c'est déjà à la mode. Et donc, il faudrait vraiment que les artistes vraiment tentent d'être en actualité avec l'évolution du monde. Et c'est comme ça que leurs produits pourront se faire voir. Et aussi, être en actualité, c'est-à-dire que créer selon les différentes exigences de la société. Parce qu'aujourd'hui, la société a des exigences qui sont différentes de celles qu'elles étaient hier. Donc, tout ça, c'est bon. Pour ne pas me répéter, je vais dire il y a des inconvénients, on ne va pas en parler, mais déjà, je vais dire que du point de vue économique, du point de vue visibilité, ça peut être une très bonne chose pour les Africains. Une véritable aubaine pour les arts. Jean-Patrick? Il y a toujours des risques, hein. Il y a toujours... ça, c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que, comme n'importe quelle création humaine, ceux qui sont de mauvaises intentions peuvent l'utiliser pour faire beaucoup de mal. La manipulation, pour le cas par exemple de l'image, le plagiat, et ça, pour ça par exemple, les technologies sont déjà des solutions, hein. On a des solutions pour authentifier des œuvres, c'est juste qu'il faut prendre le temps d'apprendre et puis les utiliser. Mais au-delà de tout ça, moi je regarde comment est-ce que certains de nos problèmes peuvent être résolus. Quand on pense qu'un enfant assis à la maison qui visiblement ne sait pas dessiner, peut apprendre à dessiner pour exprimer, parce que le dessin c'est l'expression de quelque chose, hein, de l'expression humaine. Donc peut apprendre à dessiner avec une intelligence artificielle. Je pense qu'on est face à quelque chose qui va faire grandir le domaine de l'art au niveau des créateurs et des consommateurs. On aura des créateurs amateurs qui vont faire des choses merveilleuses. J'ai vu à New York un artiste qui a vendu une œuvre à plus de 489 000 $, faite avec une intelligence artificielle. Il y en a un qui fait des sculptures et même des ambiances avec une intelligence artificielle. Ce sont de nouvelles expériences pour l'être humain. Ça nous permet de pousser, d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, mais on va garder aussi en tête que les risques sont réels. Et pour aller, je dirais, prendre de l'avance sur ces risques-là, c'est la responsabilité de tous les acteurs. Vous, les médias, vous faites déjà un travail assez intéressant en exposant la chose de cette manière, mais on a besoin quand même de cadrer les choses grâce à nos leaders, ceux qui prennent des décisions. Bien entendu, ces décisions-là doivent être prises en gardant en tête que l'être humain ne peut se prévaloir être, je dirais, l'élu sur cette planète. Parce qu'il y a forcément une raison pour laquelle il y a des chiens, il y a des chats et il y a nous. Merci encore à vous, messieurs, pour vos éclairages et vos contributions. C'est ici qu'on referme cette émission. L'intelligence artificielle et le marché des arts en Afrique de l'Ouest. Le débat se poursuit chez vous et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.